Voilà, de retour pour la deuxième partie, toujours avec Ludo, toujours dans les mythes historiques, toujours on voyage un peu justement. On continue, on fait un petit tour de la planète, des époques voilà. et des cultures. On était sur les Templiers, justement. Les Templiers, oui, tout à fait. Les Templiers, la filiation éventuelle avec la maçonnerie, dont je n'adhère pas, mais je pense que ça leur a plu en effet, qu'ils ont voulu créer le lien, qui n'est pas réel. En revanche, avec les Templiers, on peut parler d'autre chose. Les Templiers étaient-ils réellement là pour protéger les pèlerins? On a beaucoup parlé du mythe du Saint Graal, qu'ils cherchaient quelque chose en Terre Sainte. Peut-être que les Templiers, en effet, étaient cette fameuse société secrète garante d'un savoir qu'ils ont trouvé là-bas. Oui, sous le temple de Salomon. Oui, en fait, on retrouve une quasi-filiation des sociétés secrètes ou discrètes. Plus récemment, on a la maçonnerie, qui est la grande société connue, on va dire. Préalablement, avant, on va avoir plusieurs courants, mais on a les Templiers. Avant les Templiers, qui vont au temple de Jérusalem, qui vont trouver peut-être ou pour quelque chose, mais surtout les secrets de la Kabbale. La Kabbale, c'est la vision ésotérique du judaïsme, donc les garants du secret, du savoir, puisque dans aussi bien le Nouveau que l'Ancien Testament, la magie, la sorcellerie est interdite. On n'en parle jamais, c'est le tabou absolu. Pourtant, on a la Kabbale, qui est la branche ésotérique du judaïsme. Cette même Kabbale, les Hébreux sont passés en Égypte, donc ils ont tiré une partie de leur savoir mélangée entre Sumer et l'Égypte. En Égypte, on retrouve l'école des mystères, le Wadjet, l'œil d'Horus, dont Solon a rapporté le mythe de l'Atlantide, qu'il a raconté à Platon notamment. Chez les Sumériens, on a la connaissance, Sumériens, Babylone, les Chaldéens, on a toute la connaissance de l'astrologie et de l'astronomie. Tout ça a été récupéré dans les sociétés dites discrètes. Un savoir qui se transmet et qui continue encore aujourd'hui, très caché, très secret, pour vraiment une petite élite. Ça, c'est certain. Mais là, on voit, quand tu nous parles de ce savoir-là, de société secrète, on voit une espèce de savoir ésotérique. Mais les sociétés aujourd'hui, on peut dire que c'est quoi? Elles n'ont pas tout un but. Elles ont aussi gardé ce but ésotérique. Déjà, ésotérique, ça veut dire les sciences cachées. Oui. Donc, il ne faut pas forcément y voir de la magie ou tout un tas de choses. Prenons un exemple d'ésotérisme. Le tarot. Le tarot, c'est pas forcément de la sorcellerie. Tirer des cartes pour prédire l'avenir ou gérer des situations. Mais il y a des choses intéressantes dans le tarot. Déjà, il y a 72 cartes. 72 cartes comme les 72 anges de la Kabbale. 72 noms de Dieu. On a également le chiffre 72 qui est important. On n'a pas parlé de la précession des équinoxes. La précession des équinoxes, c'est un léger mouvement de la Terre. Donc la Terre tourne sur elle-même, elle tourne autour du Soleil, sauf si on prend la théorie de la Terre plate. Et de ce fait, elle a également un mouvement oculaire qui dure 26 000 ans, enfin 25 920 pour être exact, où elle bouge légèrement sur elle-même. Et elle change d'1 degré de ce cycle tous les 72 ans. Encore le chiffre 72. Dans le tarot, on a également 22 arcanes majeures. 22 arcanes majeures, c'est le nombre de liens, de ponts, entre les différentes sphères de l'arbre de Séphiroth. Je ne sais pas si tu connais. L'arbre de Séphiroth, c'est l'arbre kabbalistique, l'arbre de vie chez les Hébreux. On peut rapprocher de l'Yggdrasil, l'arbre chez les Nordiques. D'ailleurs, on a toujours un arbre de vie, quels que soient les pays. Et on a donc les 22 ponts qui relient les sphères, comme le tarot. Le tarot, c'est un chemin initiatique. Du zéro, on est le fou, celui qui ne sait rien. Puis on devient le magicien, le chercheur. Puis on évolue jusqu'au monde. Le tarot, c'est ni plus ni moins qu'un chemin initiatique gnostique. Ni plus ni moins. Et mais justement, voilà, tout à l'heure aussi, on a fait référence à l'alchimie. Donc ça veut dire que, disons, ça a été parallèle un peu à un moment donné, la chrétienté, l'alchimie. Ouais, ça s'est mélangé, mais c'est pas incompatible. On pouvait être, aujourd'hui, on va être chrétien et s'intéresser aux sciences occultes, mais à l'époque, on pouvait être païen et s'intéresser aux sciences occultes. C'est pas incompatible tout ça. Même si on n'aime pas en parler, parce que officiellement, c'est interdit. Dans les religions, c'est interdit. Même le tarot, le pendule, tout est interdit. Il y a toujours eu des courants parallèles, notamment le pape Honorius III, qui a écrit un grimoire de magie et qui avait ses astrologues. Même les papes ont eu leurs astrologues et leurs magiciens. On a eu la grande frénésie des magiciens au 18-19e siècle, avec la Golden Dawn, les grandes sociétés secrètes, Eliphas Lévy, Elena Blavatsky, tous les grands penseurs de l'art ésotérique, qui ont voulu mêler l'histoire et l'occultisme un petit peu, avec les effets. J'ai vu qu'on parlait de René Guénon notamment, qui a été un petit peu dans ces mouvances notamment. Ouais, René Guénon, oui, on nous en a
parler. Il y a pas mal de questions d'ailleurs. Justement, tiens, je vais en prendre. On me dit bonsoir, j'ai entendu dire que le sapin de Noël est en vérité un vieux mythe qui perdure. Vieux mythe nordique de l'arbre monde, aussi appelé Yggdrasil. Ouais. Confirmez-vous? Alors, je confirme pas, mais néanmoins, on va parler de Noël un petit peu. Alors, déjà, Noël, qu'est-ce que l'on fête? La naissance de Jésus, la nativité. Ça, ok, on en a parlé tout à l'heure. Mais le Noël, si on le décompose, c'est le Nova Éole, le nouveau soleil. Le mythe de Noël, le mot Noël, est bien plus ancien. Le nouveau soleil, on l'a toujours fêté. Noël, c'est le nouveau soleil. D'accord. Parce que j'ai entendu aussi, alors l'autre théorie, il disait Noël, pas de Dieu. Noël, pas de Dieu. Ouais, le jour sans Dieu. Faudrait chercher, je pense pas. Pour le sapin et l'arbre monde, possible, puisque l'arbre, c'est la création, c'est le renouveau, c'est la vie. L'arbre de vie, pourquoi pas, matérialisé par un arbre. C'est intéressant en tout cas. Tout comme dans la religion catholique, à un moment donné, il y a le fameux rite, on sait, le pain, le vin, on boit le sang. Alors, une fois j'avais sorti ça à catholique, il m'a dit, mais pas du tout, alors, machin. On va retourner faire un petit parallèle sur l'astronomie encore. Donc, nos 3 étoiles Sirius, 3 étoiles d'Orion, les 3 mages qui suivent l'étoile Sirius. Mais une chose importante, la Vierge Marie, celle qui enfante le Christ. On va parler de la constellation de la Vierge. Constellation de la Vierge, Bethléem, la ville, ça peut se traduire par maison de pain. La maison de pain, l'hostie, le pain que l'on mange, le corps du Christ, né de la Vierge. Voilà, la Vierge s'appelait aussi la maison de pain en constellation. Ouais, on retrouve que des symboles astronomiques. Pas astrologiques, astronomiques. C'est important de voir la différence. C'est étonnant quand même que les hommes de cette époque-là, ils aient eu autant de connaissances astronomiques. Mais on en revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, par une civilisation mère peut-être préalablement, qui avait toutes ces connaissances d'une façon totalement naturelle, comme nous aujourd'hui, mathématiques ou autres, et que ça s'est perdu, mais il en est resté des traces. Ces traces, incomprises par les gens, ont été déformées, c'est devenu des mythes, ni plus ni moins. Peut-être par contre qu'une société ou des sociétés ont gardé ce savoir et l'ont transmis au fur et à mesure du temps, le préservant. Jusqu'à donc les religions qui, elles, sont un peu le condensé, la synthèse finalement. Là, déjà, une religion. Religion, ça veut dire relier les gens. Relier les gens. Donc une religion, ça a ce but-là, relier les gens dans une idéologie commune. Mais en soi, il existe une religion pour chaque individu. Mais tous les chrétiens, tous les musulmans, tous les juifs, tous les bouddhistes ont tous une religion uniquement personnelle, enfin une croyance personnelle. Et ils adhèrent à un dogme religieux. Mais il peut y avoir des variantes. Moi, je suis contre le dogme, au sens global. Donc, voilà. Et puis, c'est très pratique aussi pour imposer son dogme et empêcher les autres. C'est politique. C'est politique, voilà, complètement. Ouais. Revenons sur les fêtes païennes. On a parlé de Noël, clairement une inspiration celtique. Mais il y en a une autre qui est intéressante, c'est la Saint-Valentin, la fête des amoureux. Donc, je ne sais pas s'il y a des demoiselles qui regardent. Il y en a. Rappelez-vous toujours la prochaine Saint-Valentin, que dans la Rome antique, on fêtait les Lupercales. Les Lupercales, c'était des fêtes où les prêtres s'habillaient en peau de bouc, prenaient également des peaux de bouc pour fouetter les femmes qui couraient nues dans les rues de Rome, et ainsi que les bâtiments pour les purifier. Voilà. C'était ça la Saint-Valentin? C'est ça. On apprend des choses, la prochaine fois on s'en souviendra, mais le 14 février. Belle excuse pour des orgies. D'accord. On a aussi les feux de la Saint-Jean. Les feux de la Saint-Jean aujourd'hui, c'était la fête de l'Ita, le solstice d'été chez les Celtes. Oui, voilà, donc on allume les feux, on fête le solstice. La Samin, le 31 octobre, qui est devenu Halloween, la fête du contact entre les deux mondes. On a la Chandeleur, qui est devenue Imbolc, le 2 février. On fête la Renaissance. Toutes les fêtes chrétiennes. L'épiphanie, c'est ça aussi? Alors l'épiphanie, non, je ne connais pas, mais toujours un symbole, je ne connais pas tous, très loin de là. Pâques aussi. Alors Pâques, ça va être l'équinoxe de printemps, c'est la Renaissance, c'est le début de la floraison, c'est la résurrection du Christ. Voilà, les 40 jours, etc. 40 jours qui sont intéressants, qu'on retrouve aussi, le Christ va, alors que je ne dise pas de bêtises, il va errer dans le désert pendant 40 jours. Oui, 40 jours. Voilà. Mais on a Horus également, qui quand il combat Seth, il va mourir, gagner, perdre, etc. plusieurs fois, il passe 40 jours dans le monde des morts. On a toujours ce symbole, 40 jours. On a repris ça. Et justement, puisqu'il y a beaucoup de relations entre ces mythes égyptiens et l'Égypte, c'est l'inspiration claire. C'est l'inspiration, qui semble être découlée le christianisme. C'est quasiment du copier-coller. Pas grand-chose.
culture des morts, Horus, c'est partout, la Vierge Marie, toutes les représentations, le pta, le principe de l'énergie divine qui vient en nous, le ka, le ba, c'est-à-dire la séparation du corps et de l'âme, c'est tout la même chose. Le monde des morts, même la notion du diable, elle est aussi... Alors, la notion du diable, oui, on a Horus, c'est le fils du soleil, puis on a Seth, le dieu des ténèbres, Satan, le dieu des ténèbres, et on a Jésus et Satan. Satan, littéralement en araméen, ça veut dire l'ennemi. De plus, Satan n'a pas été inventé en même temps que la religion chrétienne, il a été inventé beaucoup plus tard. Satan, on l'a sûrement associé aux premières divinités égyptiennes de Seth, mais il est très très proche d'une divinité celtique encore, le dieu cornu, Cernunnos. C'était le dieu bouc un petit peu avec les cornes, avec la queue. Tiens, comme le diable, un peu la représentation. C'est clairement en fait l'invention du diable. La transformation de ce diable celtique en diable chrétien, c'était le dieu de la renaissance, du renouveau, le dieu des plaisirs charnels et de l'instant. Cernunnos, d'une certaine façon. Les sources sont très discutées sur ce sujet. Et le problème, c'est que dans la Celtie antique, la Gaule par exemple, les traditions druidiques étaient très ancrées, elles avaient beaucoup de mal à disparaître. Donc on a inventé le diable, pour dire c'est mal, voilà, etc. Puis bon, après l'Inquisition, le bûcher... Et comment elles se transmettaient, ces mythes, ces religions, c'était quoi? Parce que eux, visiblement, n'avaient pas de temple, etc. Oui, la religion celte se transmet principalement de bouche à oreille, parce qu'ils ne faisaient pas confiance à l'écriture. Ils ne voulaient pas figer le savoir, car pour eux, le savoir n'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose d'évolutif. On devrait apprendre ça d'ailleurs aujourd'hui. Le savoir, ça évolue. Pour devenir druide, c'était 20 ans, par exemple. 20 ans d'études. Donc c'était un petit moment quand même, c'était une conviction de... Donc c'était quoi, des espèces de prêtres Alors le druide n'est pas un prêtre, enfin c'est notamment un prêtre, mais c'est aussi un médecin, un astrologue, c'est un devin, c'est un physicien, c'est un mathématicien, c'est un enseignant. Il représente quasiment toutes les fonctions du savoir. C'est très grec ça. Les écoles pythagoriciennes où on apprenait les 7 arts, mais le druide c'est la même chose, il était doué ou enseignant dans tous ces arts. Après, on a deux autres courants qui sont le vat ou l'ovat et le barde. Le barde, c'est le conteur, c'est le ménestrel, c'est celui qui voyage, qui transmet les contes, qui parle. Et puis l'ovat, c'était plus le devin ou le médecin. Le druide, c'est la finalité, celui qui englobe tous les arts, d'une certaine façon. Le prêtre a remplacé le druide, on va dire, c'est ça? Ouais, d'une certaine façon, le prêtre n'est pas incompatible avec le druide. On pourrait même dire qu'un druide aurait pu devenir prêtre, dans l'absolu. Sauf qu'il est trop limité aujourd'hui. Il est trop figé, il n'est pas assez ouvert d'esprit. Enfin, ça dépend, aujourd'hui il y a des prêtres qui sont tout à fait ouverts d'esprit sur les sciences et tout un tas de sujets. Mais un prêtre moins limité pourrait être un druide, oui. Ne pas confondre non plus le druide avec le chaman, bien que souvent on fasse la comparaison. Oui. C'est quoi la différence? Alors la différence, c'est que le chaman se concentre beaucoup plus sur cet aspect spirituel en oubliant le côté matériel, alors que le druide ne l'oublie pas. Le druide est un conseiller du roi. Dans la civilisation celtique, c'est un duo, le roi terrestre et le druide, le roi, si on peut dire, intemporel d'une certaine façon. C'est l'union des deux qui forme la civilisation celtique. Il n'y a pas de supériorité. Et est-il vrai que les Romains vont chasser les druides, justement? Ils vont vouloir s'en débarrasser. Alors au début, non. Au début, il y a même une tolérance. Puis au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que le druidisme était quasiment la méthode pour transmettre le savoir et pour faire passer les informations. Ils se réunissaient en forêt, forcément ils étaient contre l'envahisseur pour la plupart. Donc à un moment donné, ils se sont bien rendus compte qu'il faudrait s'occuper de ça. Donc ils les ont tués pour la plupart. Mais c'est souvent le cas, hein, on tue ceux qui nous embêtent. Donc ils ont pourchassé quand même un peu. Oui, principalement en Gaule notamment. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus de traces de la culture celtique par l'Irlande ou l'Écosse par exemple, notamment. Quasiment plus rien, la Gaule il ne reste rien. Ils sont tout effacés. D'accord, il y a la religion par derrière aussi, la chrétienté. Enfin, oui, alors la chrétienté a toujours mal vécu la concurrence, si on veut dire. La chrétienté, alors ça part d'une bonne optique à la base, c'est que pour avoir le salut, il faut convertir. Donc du coup, s'ils veulent pas, on va les convertir quand même, parce que il faut, c'est pour eux, en fait, c'est pour leur rendre service. Sauf que malheureusement, ça a créé quelques dérives. Il n'y a pas une seule religion parfaite ou mauvaise. C'est facile de critiquer. On n'y était pas, on ne sait pas comment ça s'est passé, on ne sait pas pourquoi exactement ça s'est passé. Les musulmans l'ont fait aussi, les juifs l'ont fait aussi, les chrétiens l'ont fait aussi. À ma connaissance, les bouddhistes l'ont pas fait. Bon. Mais est-ce une religion? C'est toujours le même problème. On a toujours tendance à vouloir imposer sa doctrine aux autres. Et ça, c'est dommage. Le partage et l'échange, c'est la meilleure chose qui soit.
Donc le christianisme a fait tout ce qu'il a pu pour détruire les anciens mythes païens. Mais pour leur bien. D'accord. Mais j'ai le sentiment que, aussi, à l'époque, avant, justement, on va dire, dans cette période antéchristianique, il n'y avait pas tellement de prosélytisme aussi, ou est-ce qu'on peut l'identifier clairement? Si, il y en avait. Mais pas sous les mêmes formes. Ça a évolué, tout ça. Ça a évolué au cours du temps. La chrétienté n'a jamais eu trop de tolérance. Déjà. Elle n'a jamais supporté qu'on la contredise. Et elle a cherché à s'imposer d'une certaine façon, quitte à déclencher des guerres, des émeutes et tout un tas de choses. La pensée qui n'allait pas dans son sens a toujours été un problème. Elle n'a pas... aujourd'hui, oui, mais à l'époque, non, clairement, non. On n'acceptait pas... Oui, il y avait zéro tolérance vis-à-vis des autres. Pour moi, encore une fois, mais ça se discute. Certains diront que si, dans certains cas, pas dans d'autres. Pour moi, non. Pour moi, quand ils ont gagné la guerre contre les mitraillistes, ils les ont tous éradiqués. Et pour ce qui est justement en plus des mythes sud-américains, parce que ce qu'on en sait aujourd'hui, on sait que les conquistadors ont détruit beaucoup de choses. Toujours pareil. Dans le même esprit de chrétienté aussi, déjà, d'éradiquer ils ont eu une chance, les conquistadors, parce qu'on imagine les conquistadors comme quelque chose de simple. Et c'est vrai, ça s'est bien passé. Enfin, bien passé pour les Espagnols et les Portugais. Mais ça s'est pas bien passé pour les autres. Mais ça a été facile. Pourquoi? Ils sont arrivés à 100. Ils arrivent dans une ville gigantesque, des milliers de personnes, et ils ont arrivé à conquérir l'endroit. Bon, alors, ok, ils avaient des armures et 2-3 armes à feu, mais ça explique pas tout. C'est surtout qu'ils étaient blancs. Et dans les mythes premiers des Amérindiens, on parle de ce dieu Kukulkan. Voilà, ils les ont pris pour des dieux. Ils ont pris pour des dieux blancs, parce qu'ils étaient barbus, peau blanche, yeux bleus, etc. Donc on leur a ouvert leurs portes. Après, les Occidentaux étaient malins. Ils ont profité de cette position avantageuse pour s'immiscer, voir comment ça fonctionnait, déstabiliser la royauté. Et puis bon, c'est des empires qui allaient mal déjà aussi. L'empire aztèque était quasiment au bord de sa fin avant que les conquistadors arrivent. Semble-t-il aussi, ils ont obtenu l'aide de beaucoup de tribus sur place qui étaient opposées, parce qu'il y avait pas mal de concurrence. Alors, je vais parler des Incas, notamment quand les conquistadors arrivent. Il y a une guerre civile. Il y a 2 rois, donc Atahualpa et Huáscar. Donc le Pachacahuac, le père, je n'ai plus le nom, est mort et il a laissé donc son trône à Huáscar, qui est le fils aîné. Mais Atahualpa n'était pas d'accord. Du coup, une guerre civile s'est déclenchée entre les deux. Et quand les conquistadors arrivent, ils arrivent dans ce terreau-là. Atahualpa est à cette époque perdant et il dit « Ah tiens, de l'aide, tiens, on va peut-être pouvoir s'arranger. » Donc du coup, on va renverser Huáscar. Puis après, Huáscar va tenter de tracter avec eux, puis etc. Ils se sont toujours mis au milieu des deux, ils ont aidé ou pas, et le résultat des courses, ils se sont détruits eux-mêmes. Pas oublier non plus que les Incas, c'est un empire, ce n'est pas une monarchie. De ce fait, c'est plusieurs royaumes et plusieurs tribus sous la houlette d'un empereur. Beaucoup de peuples soumis n'étaient pas d'accord. Donc du coup, les conquistadors n'ont pas eu grand-chose à faire pour réunir les troupes, on va dire. Parce qu'eux aussi, puisqu'on est dans les mythes, ils ont un peu mythifié quand même la conquête de l'Amérique du Sud en disant ouais, on est en gros, il y a 6000 mecs qui arrivent, ils mettent à genoux 80 millions, que ça c'est un peu le mythe. Oui, aussi, alors il y a une part de vrai, parce qu'ils étaient peu et ils ont vraiment. On ne peut pas dire que c'est admirable parce qu'ils ont tué un paquet de gens et avec des méthodes particulièrement atroces, mais néanmoins, ils ont réussi un coup de maître, ça on peut leur reconnaître, mais ils cherchaient de l'or avant tout. Et les Incas, notamment, étaient suffisamment malins pour le cacher. Parce qu'on a le mythe des 7 cités d'or, qu'on retrouve dans toute l'Amérique. Alors, sous des noms différents, on a Acator, qui est plutôt vers le Mexique, on a Paititi, chez les Incas, on a Vilcabamba, on a donc les 7 cités de Cibola, on a le film qui va sortir au cinéma bientôt, La Cité perdue de Z, film qui est annoncé très très bientôt. On a tous ces mythes de cités perdues partout qui fleurissent en Amazonie. Ce qui est rigolo, parce qu'on vient d'en trouver une, soi-disant, un jeune homme d'une quinzaine d'années aurait soi-disant trouvé une cité, une cité antique au Mexique. À voir, à vérifier. Pyramides, oui, pourquoi pas. Alors oui, mais il y a pas mal de polémiques sur ça. Oui, ça discute. Moi, j'ai pas travaillé dessus, donc je m'abstiendrai. Pourquoi pas. Mais en tout cas, il y a énormément de mythes de cités perdues, et soi-disant les cités d'or. Ça, c'est une allégorie. Ce n'est pas des cités en or. C'est des cités d'or au sens d'un savoir ancien. Cités cachées, une sorte de paradis perdu. C'est ça la cité d'or.
Mais en tout cas, on ne les a pas trouvés. Bah, aujourd'hui, avec les satellites, on serait censé les avoir vus. Ah oui, mais il faudrait renvoyer sur les théories de Rock Soccer qui dit qu'on il n'y a pas de satellite. Alors oui, alors là, alors, bon, c'est compliqué. Alors, il n'y a plus de satellites, ils n'ont pas existé. Ouais. Une petite confidence. Moi, j'ai regardé attentivement une dernière vidéo qu'il a fait et j'étais très intéressé. Je ne suis pas du tout d'accord, mais ça m'intrigue à me poser des questions. J'ai envie de chercher. Mais je ne suis pas convaincu. Terre plate, je n'adhère pas trop. Mais il m'a captivé, en tout cas. Chez nous, ça discute beaucoup sur ce sujet. Il m'a captivé. Justement, non, parce que là voilà, c'est un sujet, comment dire, aussi, voilà, qui s'inscrit dans le mythe, quoi, aussi. Oui, alors bon, c'est vrai que, déjà, l'Amazonie, il faut imaginer, hein, pour trouver des choses, c'est très complexe. C'est l'enfer vert, hein, comme on l'appelle. Donc même avec un satellite... à moins d'avoir un truc immense qui dépasse, c'est pas évident. La cité de Palenque, quand elle a été découverte, 3 mois plus tard, si on l'avait laissée en état, elle était recouverte. Hein. C'est comme ça en Amérique du Sud. Donc c'est pour ça que c'est un des rares terreaux où on peut encore trouver des choses. Il ne faut pas oublier non plus que sur les traces des monuments de l'Antiquité, il n'en reste même pas 5%. C'est pour ça qu'on trouve peu de choses d'une certaine façon. Donc le Colisée, c'est facile, il est au milieu de Rome. Mais dès que c'est un petit peu caché, Angkor n'a été découvert qu'au 19e siècle. Angkor Wat, c'est immense pourtant. C'est immense. Ça a été perdu pendant 400 ans. C'est immense, ça fait des kilomètres et des kilomètres. Il y a des temples partout. Et ils les avaient perdus. Ce qui ne veut pas dire que les tribus locales... Il y a une légende aussi de géants liée à Angkor. Oui, alors, la légende de géants, on la trouve partout. Hein. La guerre contre les géants, surtout. Qu'on retrouve la gigantomachie chez les Grecs. Qu'on retrouve aussi dans le Mahabharata des Indiens, avec la guerre. Ouais, alors je ne connais pas, mais... Il y a un épisode partout. Comme ça aussi. Ce qui est fascinant avec les mythologies, c'est quand on étudie une nouvelle mythologie, on peut s'appuyer sur les autres en disant, alors, où est le déluge? On va chercher, alors, voilà, j'ai trouvé le déluge dans cette mythologie. Où est le mythe des géants? Et on va chercher. Où est le mythe du dieu soleil, etc. Et on peut quasiment arriver à froid dans une religion, et en cherchant des mythes, on va les trouver. Des équivalences entre les dieux, partout, toujours. On trouve toujours les mêmes représentations. Hein. Le dieu soleil, bien évidemment, le dieu érudit, le dieu du savoir. On peut toujours retrouver dans tous les mythes, pareil. Et si, justement, il n'y avait pas de temple, mais justement, des représentations, il y a eu des peintures, des symboles. Chez les Amérindiens? Amérindiens, oui, par exemple. Amérindiens, alors du nord, on a quelques sites étranges comme les Anasasis. Ah oui, les Anasasis. Notamment dans le canyon de Shelly, donc frontière mexicaine, Texas, un petit peu. Alors ça, c'est une énigme non plus, parce que ce peuple, donc apparemment relativement avancé, il apparaît comme ça dans l'histoire. Il apparaît dans l'histoire, on ne sait pas d'où, on ne sait pas comment, mais il n'y a pas de trace écrite. Et il disparaît aussi vite, du jour au lendemain. Alors, en plus, c'est fascinant, les Anasasis, parce que c'est eux qui ont servi pour, dans la mythologie de la série télé X-Files. Dans la série télé X-Files, si vous regardez bien, quand on parle chez les Navarros, qu'on a les squelettes, c'est les squelettes des Anasasis. Vous regarderez, c'est intéressant. Donc, ils sont basés sur la théorie que les Anasasis avaient été des extraterrestres ou avaient collaboré avec eux. Bon, ça, voilà. Donc, pour moi, qui reste plus historien sur ces mythes, les Anasasis, on ne sait pas comment ils arrivent, on ne sait pas comment ils partent, mais en tout cas, on trouve des traces. Voilà, on trouve des traces de leur présence. Voilà. Après, c'est comme les Mayas, ils disparaissent du jour au lendemain. On ne sait pas. Enfin, il reste toujours des Mayas au sens ethnologique, mais la grande civilisation, les constructions et le savoir astronomique, il a disparu du jour au lendemain. Enfin, du jour au lendemain, en très peu de temps. Mais il semble aussi, alors ça tu pourras peut-être me confirmer, mais quand les Espagnols arrivent en Amérique du Sud et qu'ils interrogent ces Indiens pour savoir voilà, qui a construit tout ça, la réponse c'est pas nous. Oui. C'est vrai ça? Ah oui, bien sûr. Alors, on va trouver deux récits différents. On va trouver par exemple chez les Incas des constructions... C'est pas un mensonge des Espagnols pour dire... Les Incas ont construit des choses, mais on voit les différences dans les murs, vous voyez. On voit les constructions cyclopéennes, clairement, avec des blocs immenses encastrés de façon millimétrique. Et puis au-dessus, on voit des petits, comme nos parpaings, alignés en croix au-dessus. Un cas, là, on ne sait pas. Enfin, eux-mêmes, on dit que ce n'était pas eux, dans leur texte. Le problème, c'est qu'on en a tué beaucoup et on a détruit beaucoup de leurs textes. Donc du coup, c'est difficile de... Oui, parce que même aussi la langue, il y avait des écrits, semble-t-il, chez les Mayas. Alors, les Incas écrivent avec des quipus, ce qui n'est pas extrêmement simple pour la traduction. Alors, les quipus, c'est un petit ruban avec des cordelettes partout et on mettait des poinçons dessus. Et ça formait un texte.
Alors, c'est pas évident à traduire, on ne sait pas faire, de toute façon. Le maya est une écriture proche du hiéroglyphique. Voilà, c'est ça, c'est une espèce de hiéroglyphe. Ces pictogrammes qu'on retrouve un peu partout dans les premiers mythes, d'ailleurs, une écriture hiéroglyphique. En Chine, c'est une écriture hiéroglyphique, clairement. On a une idée intéressante. Alors, la théorie de James Churchward et le continent perdu de Mu, très controversée, écrite dans les années 30 à peu près, où il fait un rapprochement entre l'écriture des Mayas, des Égyptiens et des soi-disant tablettes qu'il aurait trouvées dans l'Himalaya ou au Tibet, si je dis pas, les tablettes de Nahakal. Ces tablettes avaient soi-disant des inscriptions qui donnaient l'alphabet de Mu et qui ressemblaient à l'alphabet maya et l'alphabet égyptien. Mais le problème, c'est que les tablettes, personne ne les a vues à part lui. Bon, à mettre dans une petite boîte, à suivre, mais pas plus. Oui, actuellement. Parce que si personne n'a vu, à un moment donné... Continent de Mu, pour savoir un peu... Alors le continent de Mu, c'est un parallèle avec le mythe de l'Atlantide. Moi, je ne les sépare pas. Moi, je parle de la civilisation antédiluvienne. L'Atlantide, c'est la vision grecque. Mu, c'est la vision pacifique. Ouais. C'est la vision amérindienne, où les Mayas, les Incas, les Aztèques, l'île de Pâques, qu'on associe souvent aux îles de Mu. Notamment, on retrouve ces légendes dans l'île de Pâques. Quand le légendaire Otomatua, le premier roi qui va accoster à l'île de Pâques, il part de ses îles natales, le continent d'Iva. Iva, c'est une île, on ne sait pas trop laquelle c'est, alors on a dit que c'était celle-là, mais on ne sait pas, on n'a aucune certitude. Il arrive de son île, cherchant une nouvelle terre. Et il dit lui-même qu'il vient d'une antique civilisation immense, qui a péri. Et il parle de l'Antarctique. Bon, après on a la carte de Pérez-Rice, qui nous montre les côtes à peu près de l'Antarctique sans la glace. Théorie encore de Graham Hancock. Mais même à l'île de Pâques, on nous parle du continent de Mu. On nous en parle chez les Incas, où Viracocha est venu de par l'océan d'une lointaine terre légendaire. De Mu, toujours pareil. Alors il n'est pas forcément cité Mu, mais on parle toujours d'une antique civilisation immense, avec un savoir qui vénère le soleil, la lune, les cycles astrologiques, etc. Tout ça. Toujours. Et ça, donc ça pourrait être quoi, deux civilisations ou c'est l'Atlantide? Oui, alors en fait, on va faire un parallèle avec notre époque. Nous, aujourd'hui, on a des pays divers et variés, des cultures différentes, mais en réalité pas si éloignées. On a tous des voitures, on voyage tous en avion, on a tous des bateaux, on a tous Internet. Donc en fait, on a beaucoup de points communs. On n'a pas les mêmes histoires de rois, et peut-être pas les mêmes religions, etc. Mais on est très proches. Je pense que c'était pareil. À une époque, une sorte de nouvel ordre mondial version antique en fait. Tous les pays étaient peut-être différents, peut-être des langues différentes, peut-être des versions de culture même légèrement différentes, mais avec des savoirs communs. Donc c'est pour ça qu'on a d'ailleurs des variantes après avec les Mayas et les Égyptiens. Est-ce que tu as un peu étudié Zecharia Sitchin? Oui, alors en diagonale, la théorie des Anunnaki et du peuple civilisateur. Pourquoi pas la théorie qu'une civilisation extérieure, alors, vienne sur Terre, modifie l'ADN du singe pour donner nous, bonne petite créature travailleuse. J'ai pas de preuves pour attester, j'ai pas non plus d'éléments qui vont contre. Je n'adhère pas, mais ça me semble intéressant de rechercher. De toute façon, au niveau de notre histoire officiellement admise, de l'Homo australopithèque, on passe à Habilis assez logiquement, on passe à Homo erectus assez logiquement, et là, ah bah non. Là, il y a un problème. Ouais. Il y a le chaînon manquant. Alors, le problème aussi, donc on passe il y a Cro-Magnon, il y a Néandertal, il y a l'homme de Flores, notamment, il y a un homme petit qui faisait 50 ou 1 mètre de hauteur, donc il y avait plusieurs variantes de l'être humain. On admet à peu près aujourd'hui que ce n'est pas une branche directe, qu'il y a eu... On a trouvé récemment l'Homo ergaster, qui serait après Erectus et avant Sapiens, ou peut-être, on ne sait pas trop en fait. Le problème, c'est qu'on base toute la théorie de l'évolution sur combien de squelettes? Combien on a trouvé réellement? On a trouvé beaucoup de sapiens, mais combien on a trouvé de squelettes d'Homo erectus? Combien on a trouvé de squelettes d'Homo habilis, etc. Pas tellement en fait. Et puis des fois c'est remis en cause. Alors je sais bien tout est remis en cause, mais les squelettes, pareil, je lis certains paléontologues qui disent que ce qu'on a retrouvé en Éthiopie machin nous a montré des singes et que c'était pas des vrais humains. Oui, c'est possible. Il y a la théorie des pygmées qui a eu lieu au fin 19e, début 20e, où on pensait que les pygmées étaient entre le singe et l'homme. Donc les pygmées, l'homme de petite taille qui vivent en forêt. Le film Man to Man. Voilà, exactement. Et voilà, donc la science, c'est une perpétuelle remise en question.
La première chose à accepter, c'est ce qu'on sait aujourd'hui ne sera pas forcément la vérité de demain. L'histoire l'a montré. Galilée, on a voulu le brûler parce qu'il a dit que la Terre était ronde. Bon, apparemment, elle l'est, même pour contredire certaines personnes. Mais voilà, il faut accepter que ce qu'on sait aujourd'hui, peut-être, changera. C'est pas grave. Et les crânes allongés qu'on a retrouvés. Ouais, alors les crânes allongés, bon, la théorie extraterrestre, bien sûr, mais c'était apparemment leur croyance de s'enrouler la tête avec des bancs pour l'allonger. Mais pourquoi on enroule sa tête? Pourquoi on veut allonger? Ce qui est bizarre, c'est qu'on retrouve ça en Égypte aussi, dans des représentations. On en a retrouvé chez Akhenaton. Chez Akhenaton, voilà. Akhenaton, premier monothéisme quasiment reconnu de l'histoire. Le culte d'Aton, on peut faire un parallèle d'ailleurs, encore une fois, avec toute la notion christique, le disque solaire qui se lève, etc. Akhenaton, c'est vraiment un problème dans son époque. Akhenaton serait né 1000 ans plus tard, ça aurait passé très très bien. Il est né un petit peu trop tôt. Oui, on a ce crâne allongé et cet androgynisme même chez Akhenaton qu'on retrouve. La question c'est pourquoi? Pourquoi on se mettrait des bandes autour du crâne pour l'allonger? Est-ce que c'est parce que c'est joli, la mode? Est-ce que c'est pour ressembler à quelque chose? Ressembler à nos dieux? La théorie un petit peu du film Indiana Jones 4, qui est un très mauvais film. Ouais, aucune certitude. Mais il faudrait chercher. On ne le cherche pas. On a dit, c'est beau, c'est pour la mode. Ok. Donc parlez-en plus, ça n'intéresse personne. Bon, bah, dommage. Surtout, voilà, on en retrouve pas mal de crânes, etc. On en retrouve même beaucoup. Ouais, beaucoup. Après, la momification aussi. On retrouve la momification. La momification, Égypte, voilà. On retrouve la momification en Inde, on retrouve la momification chez les Incas. Voilà. Pareil, partout pareil. Une technique qui est apparemment la même en plus. Technique qui est proche. On n'a pas besoin des mêmes conditions parce que déjà il ne fait pas le même climat. Donc imaginez dans la plaine de la Nazca chez les Incas, avec la chaleur, tout ça, ça sèche vite, quoi. Donc ça conserve mieux, du coup. Et les fameuses lignes de Nazca, Alors les lignes de Nazca, c'est pareil. Ça fait partie des preuves évidentes. Alors, comment on les a construits, enfin, on les a modelés, si on peut dire, c'est pas très compliqué. En soi, ça on peut le prouver, bon, le sol étant, il n'y a pas de vent qui balaye la zone, en écartant les premières pierres, on fait apparaître un sol plutôt blanchi en dessous, qui apparaît des lignes. Bon, pourquoi pas? Je n'ai pas dit que c'était ça, mais ça me convient, disons, comme explication. La question c'est pourquoi on les a fait, pour qui, et surtout comment. Enfin, pas comment au niveau de la méthode, mais au niveau du tracé. Parce qu'à moins de se mettre en hauteur sur un avion, moi je n'aurais pas été capable de dessiner ces dessins sur le sol. Du moins, pas aussi bien. Voilà. Donc je pense qu'ils ont fait pour saluer ou le montrer à leurs dieux. Alors, leurs dieux peuvent être des extraterrestres. Ça peut être Dieu, réellement Dieu tel qu'on le conçoit. Mais ça peut être aussi une civilisation plus ancienne qui avait une technologie avancée. C'est possible. J'ai pas dit que c'était ça. C'est possible. Et puis, certaines lignes, semble-t-il, on a érasé comme ça des collines entières. Oui. Ce qu'il faudrait surtout faire, c'est accepter de mettre toutes les anomalies ensemble. Tous les sites ensemble et voir s'il y a des corrélations. Est-ce que le site de Yonaguni a des points communs avec certaines constructions de Bimini dans les Caraïbes? Est-ce que Chichén Itzá a des relations avec la pyramide chinoise ou pas, etc. Et mettre tout en commun. Se dire, est-ce qu'il y a des logiques ou pas? Les pyramides chinoises, d'ailleurs, c'est pas très accessible comme on oui, mais alors, moi, j'ai une discussion il y a quelques semaines de cela avec quelqu'un sur les pyramides chinoises qui m'a dit, tu te rends compte, on peut pas y accéder, il cache un grand secret. Ah ouais, mais en même temps, c'est la Chine, il cache tout. Il n'y a pas que les pyramides. Il n'y a pas que les pyramides. Si vous voulez aller faire n'importe quoi en Chine, c'est pas spécifique aux pyramides, c'est tout. Faut pas non plus... les Chinois, je pense qu'ils n'ont rien à faire. Si ça ne les intéresse pas, ils ne s'intéressent pas à cette histoire-là. Donc, c'est juste qu'ils n'aiment pas qu'on vienne fouiller chez eux. Et qu'est-ce que tu en penses, toi aussi, de cette théorie, justement? Alors ça, c'est très tenu par les récentistes sur la Chine, qui disent que c'est les jésuites qui ont apporté cette chronologie aux Chinois, et que finalement, avant, la civilisation chinoise ne se préoccupait pas justement de chronologie. Pour eux, ils constituaient des ères en fonction des époques avec les empereurs, mais ils ne faisaient pas une chronologie totale. Alors, oui, pourquoi pas. Je serais tenté de dire que c'est l'archéologie qui nous le démontre, que la Chine est un grand empire du milieu. Par rapport aux époques, notamment la grotte de Longmen. Les grottes de Longmen, c'est les grandes statues géantes de Bouddha et les cavernes aux 10 000 statues. D'après les datations, c'est vieux. Après, on peut dater la pierre, c'est toujours pareil, date d'extraction, etc. Mais en tout cas, c'est plus vieux que ça. C'est important en plus cette histoire parce que c'est l'époque de l'impératrice Yu Zetian, la seule femme impératrice de Chine. Yu Zetian, bien sûr. Du coup, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Les Chinois sont un grand peuple qui a une très longue histoire, par leurs écrits, Confucius, etc. Après, ils vont me dire, pourquoi pas, ils ont le droit, que ces écrits sont plus récents en réalité. Pourquoi pas? On arrive toujours à cette époque. Soit on enlève un morceau de l'histoire complètement, soit
on admet qu'il y a pu y avoir des erreurs et de problèmes de date. Ce qui fait que du coup, tout se recadre un petit peu. Mais pas des dates énormes, plus des mauvais liens, on pourrait dire. Des mauvais liens. Il est possible que la peste ait duré 15 ans au lieu de 5, ou inversement. Des choses comme ça. Puis qu'on s'est un peu trompé, tu veux dire, c'est pas très précis, quoi. Je crois plus à une suite d'erreurs, une accumulation d'erreurs. Prenez un problème mathématique. Si vous faites une petite erreur au départ, il y aura une autre erreur, une autre erreur, une autre erreur, une autre erreur. Il ne s'agit pas forcément de tout de suite dire je vais mettre un mauvais chiffre pour tout fausser. Pas forcément. Ça peut être l'erreur humaine, bêtement et simplement. Voilà. En tout cas, l'histoire des jésuites, ça peut paraître crédible quand même. Oui, c'est intéressant. Encore une fois, il faut débattre. Il faut débattre, tout simplement. Il n'y a pas d'interdit. Moi, je suis contre l'interdit. Quelqu'un a un avis. Surtout en matière d'histoire, il faudra avoir la démarche un peu révisionniste. L'histoire et le révisionnisme sont l'avenir de l'histoire. C'est obligatoire. On n'a pas le choix. Puis c'était comme ça avant, surtout. On l'a perdu, ce révisionnisme. La révision de l'histoire, ça veut dire remettre en cause. Rien n'est jamais acquis. Oui, c'est naturel, c'est humain. La science est révisionniste. L'histoire est révisionniste. Les enfants sont révisionnistes à l'école. Ils font une bêtise, ils ne recommencent pas pareil. Ils révisent ce qu'ils ont fait. C'est normal, c'est humain. Après, c'est des mots qui font peur à cause du négationnisme, qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais c'est pas la même... Enfin, nier quelque chose n'est pas remettre en question quelque chose. Ce n'est pas la même chose. C'est bien de le préciser. Alors, on me dit, je vais prendre des questions parce qu'il y en a vraiment beaucoup, on me dit, pour expliquer la similarité entre les mythologies à travers le temps et l'espace, que pensez-vous de l'explication de l'inconscient collectif formulée par Carl Jung? Oui, c'est une idée intéressante, le principe du subconscient. Dans la gnose notamment, parce que Carl Jung était très axé sur la spiritualité, on a cette idée, alors les maçons l'appellent le grand architecte, mais on a cette sorte d'énergie globale qui nous connecte tous entre nous. Donc on serait tous en fait une particule du divin, un morceau. De ce fait, on est donc tous partie du même truc, donc on est connectés. C'est juste qu'on a perdu ce lien. Mais il est possible qu'intrinsèquement, dans le subconscient, de la connaissance nous vienne naturellement. C'est comme de l'inspiration d'ailleurs aussi. C'est une théorie intéressante. Moi, j'ai rien contre. Moi, je suis plutôt croyant qu'on a perdu ces liens entre les gens. Alors, on me dit, bonsoir, est-ce que vous connaissez les livres, Zecharia Sitchin en a parlé, mais David Icke, Anton Parks, et si oui, pouvez-vous nous dire ce que vous en pensez? Alors, Anton Parks, pour rappeler pour nos auditeurs, c'est quelqu'un qui, d'ailleurs, qu'on aimerait bien nous avoir ici, qui parle justement qu'il a eu des flashs, et qu'il a eu, qu'il a appris le sumérien, en fait, et qu'on lui a expliqué l'histoire du monde, autre version en tout cas de ce qu'on connaît, et David Icke, bien sûr, ancien journaliste sportif, converti maintenant, qui vend des livres et fait des conférences en nous expliquant que la reine d'Angleterre, c'est un lézard. Bon, je caricature volontairement, mais ça... La théorie des reptiliens. Des reptiliens, voilà. Alors, bon, déjà, je ne suis pas un grand connaisseur, vous m'excuserez, et en plus j'ai découvert Anton Parks assez récemment, il y a 5-6 mois, pas plus. J'aime mieux que Zichtine déjà. Zichtine, c'est un peu trop simpliste. La théorie reptilienne, alors j'y crois absolument pas. Ça veut dire quoi en fait? Reptilien, ça veut dire est-ce qu'on parle forcément d'un homme reptile ou d'une notion d'un être différent? Bon, déjà, c'est pas la même chose. Le principe que des gros lézards seraient venus envahir notre monde et se cacheraient, s'ils sont tout puissants, pourquoi ils se cacheraient? Déjà devant, je vois pas pourquoi. Pour nous contrôler ou nous manger. S'ils sont tout puissants et qu'ils peuvent venir sur notre monde, ils peuvent le faire. Ils n'ont pas besoin de nous faire, ils n'ont pas besoin de remettre l'histoire en cause, de créer tout un tas de choses. Moi, je crois que les théories sur la reine d'Angleterre et tout un tas d'autres gens est beaucoup plus humaine en réalité, beaucoup plus humaine. C'est des gens qui ont un pouvoir, ils veulent le garder. C'est très simple, il ne faut pas chercher loin. Et ils sont prêts à tout pour ça. Mais je ne crois pas non aux reptiliens. Après, encore une fois, je ne crois pas aux reptiliens qui nous dominent actuellement. Qu'il y ait eu peut-être une civilisation reptilienne, comme chez les Sumériens, on en retrouve des statues des Anunnaki, qu'il y ait un peuple civilisateur qui soit venu sur Terre modifier l'ADN du singe pour créer notre civilisation, oui, peut-être. Je n'ai pas la théorie que je prendrais moi, mais je n'ai rien pour la démentir, du moins. D'accord. Voilà, en tout cas, on essaiera d'avoir Anton Parks un jour pour en parler. Bah ouais, ça serait intéressant. Ouais. Alors, on me dit, les hommes faisaient 1m50, 1m60 en moyenne, et on parle des Guanches, une taille de 2m20, 2m50. Est-ce des géants?
Tu connais les guanches? Tu peux relire, excuse-moi, j'ai pas... On me dit les hommes faisaient 1m50 à 1m60 en moyenne, et on parle des guanches, G-U-A-N-C-H-E-S, les guanches, je sais pas comment ça se prononce, guanches, d'une taille de 2m20 à 2m50. Est-ce des géants? Tu connais les guanches? Alors, j'ai lu le mot il y a pas très longtemps, je connais pas sous ce mot-là, les squelettes de géants, en gros, on parle. Alors, on a trouvé des squelettes de géants, ça c'est certain. Pas beaucoup. Confirmé, parce que ça aussi, c'est ça le problème des fakes. Beaucoup de fakes. On a montré des photos, machin. Après, en enquêtant un peu, vous voyez que toutes ces photos, elles sont photoshopées. Alors, en fait, moi, je plutôt pour le mythe des géants, il y a une chose qui est intéressante, en fait, c'est les tombes. En fait, c'est-à-dire que suivant la taille de la tombe, on peut déduire à peu près que les personnes étaient dedans. Donc, les squelettes de géants, allez, on va aller loin, on va considérer que 9 sur 10 sont faux, de toute façon. Globalement, ça me paraît pas inconcevable. En revanche, parfois, on trouve des tombes très grandes. Et avec un squelette géant dedans, ça me semble plus crédible. Donc c'est celui sur 10 pour moi qui me semble le plus cohérent. Une race de géants sur Terre? Ouais, c'est tout à fait possible. Peut-être que la civilisation antédiluvienne était une race plus grande physiquement. Peut-être. Pour moi, ça n'a aucune importance en fait qu'ils aient été grands physiquement ou pas. C'est une civilisation avant la nôtre, très proche physiquement, génétiquement, on va dire. Voilà. Peut-être créée par les Anunnaki. Peut-être simplement une civilisation humaine qui a atteint un degré de transcendance plus élevé et qui était physiquement identique à nous. Peut-être des géants plus grands. Quelques squelettes le prouvent. Mais c'est peut-être eux-mêmes des anomalies. C'est-à-dire des gens très grands dans leur culture. On a des gens nous-mêmes de 2,50 m de temps en temps. C'est rare. C'est rare. Mais il y en a. On me dit comment expliquer Padre Pio et les autres stigmatisés si la passion du Christ n'est qu'un mythe. Alors, deux choses différentes. Ah, ça c'est attaque des catholiques. C'est normal. Encore une fois, je rediférencie la foi du mythe. Il y a une chose importante. Je pense que, alors, je vais mettre dans la peau du croyant un court instant, même si j'ai pas été touché par cette foi. Imaginons qu'on est réellement croyant, que ça nous parle et qu'on est touché par cette grâce. Des gens sont réellement sensibles à cette foi. Je trouve ça naturel que leur croyance se manifeste sur eux, et il se trouve que dans le dogme, on parle de stigmate. Pour moi, c'est pas incompatible. Pour moi, le Dieu des chrétiens peut exister et matérialiser son pouvoir, et il va se matérialiser comme on a dit qu'il allait le faire. Si on aurait expliqué que les stigmates étaient, je sais pas, là et là, eh ben ça serait là. Mais ça serait les mêmes. Enfin, je crois aux stigmates, mais je crois pas au mythe de la crucifixion. C'est d'autosuggestion. Oui, mais qui peut être inspiré par une notion divine, c'est possible. On me dit, avez-vous lu les œuvres de René Guénon? Alors non, pas entièrement, mais en l'occurrence j'ai plutôt lu ses critiques. Il a beaucoup critiqué Blavatsky notamment, et du coup je n'ai pas beaucoup étudié Guénon personnellement. Donc plus Blavatsky par contre, qui était détesté par René Guénon d'ailleurs. D'accord. Connaissez-vous John Lash et son rapprochement des mythes gnostiques et la théorie de Gaïa? Alors je ne connais pas John Lash, mais en gros la théorie Gaïa, oui. En l'occurrence, la théorie de la Terre-Mère, la Terre vivante. La Terre serait une sorte d'entité consciente et vivante qui évolue et qui, nous sommes donc tous ses enfants. On retrouve un petit peu toujours le mythe de la Terre nourricière. La théorie de Gaïa... Il y a un mythe qui se rapproche comme ça en Amérique du Nord aussi. C'est ça, les Indiens, ils pensent ça, la Terre est vivante. Tous les mythes chamaniques ou animistes sont des équivalents de la théorie de Gaïa. Pas forcément sous les mêmes noms, mais c'est la Terre nourricière. Avant les polythéismes, on vénérait la naissance. Donc la Terre est notre maman. Et les arbres sont ses enfants, nous aussi, les lapins aussi. La théorie de Gaïa, c'est une Terre vivante et pensante, consciente du moins, dont nous dépendons. D'accord. Il me semble dans l'islam aussi, il y a un truc avec la terre vivante qui vient se venger à la fin. Tout le mal qu'on lui a fait. Donc, La théorie de Gaïa change de forme, c'est juste qu'aujourd'hui, on ne divinise plus la terre, on divinise éventuellement un dieu extérieur, créateur de la terre, qui en fait est proche. C'est l'évolution. On veut donner une forme à une religion, on veut lui donner une structure, et par rapport aux époques, ça change. Ça évolue tout simplement. La théorie de Gaïa, c'est juste l'ancienne. Voilà. Alors, on me dit, que pensez-vous de Jacques Grimaud? Alors, Jacques Grimaud, j'en pense déjà du bien, parce que moi, je défends son combat. Je suis d'accord avec, 80% de ce qu'il dit, et je suis curieux de connaître la suite. Je suis très curieux de voir les autres films. Le problème, c'est que je ne vais pas les attendre. Donc, je vais faire les recherches par moi-même.
Je crois que c'est quelqu'un qui a des réelles convictions, qui a une réelle intelligence. Je pense que les médias lui font plus de mal qu'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, tout est tombé d'un coup pour lui. On arrive sur quelqu'un qui fait ses recherches tranquillement dans son coin, et tout d'un coup il se trouve propulsé sur la scène avec tout le monde qui l'agresse, qui agresse ses théories et sa personne surtout. Et je pense que ça l'a pas aidé à structurer son discours, on va dire. Donc voilà, je suis d'accord avec 80% et j'ai hâte de le rencontrer pour en discuter de vive voix. D'accord. Bon ben nous aussi. Partie des prochains invités, j'espère. Et bon, on va faire la pause. La régie, elle est prête. Magnifique. On fait la pause. On revient juste après. À vous, la régie.